Localocratie. Et si on parlait de démocratie locale ? Après une étude en 2021 sur les stéréotypes et préjugés envers les aînés, Amnesty Belgique communiquait fin 2023 sur une brochure de recommandations et bonnes pratiques pour améliorer les droits des aînés au niveau communal, avec la ferme intention d'interpeller à ce sujet les futures listes se présentant aux élections d'octobre 2024. Avec Localocratie, j'ai voulu approfondir ce regard externe et pour ce faire, j'ai proposé à Laurent Deutsch, responsable activisme et éducation aux droits humains chez Amnesty, de venir nous présenter la vision de son organisation et la manière dont ils envisagent la relation avec les autorités d'une commune. Avec lui, nous esquisserons d'abord les nombreux timbres où une commune se mêle de droits fondamentaux, de l'enseignement à l'aménagement du territoire, du CPS à l'accès à l'information. Il nous donnera ensuite des exemples concrets de la manière dont Amnesty veille à nouer des relations avec les responsables locaux, loin du style parfois agressif des interpellations sur les réseaux sociaux. Bonne écoute de Localocratie, épisode 4 avec Laurent Deutsch, Amnesty, pour que les droits humains aient aussi leur place dans nos communes belges. Bonjour Laurent Deutsch. Bonjour. Vous êtes responsable activisme et éducation aux droits humains chez Amnesty International pour la Belgique francophone. Nous allons revenir sur le lien avec la démocratie locale, mais avant cela, je voudrais vous proposer de peut-être d'abord vous présenter succinctement avec votre parcours. Alors évidemment, c'est difficile de savoir ce qui constitue une personne. Est-ce que c'est exclusivement les études et puis le parcours professionnel ? À ce niveau-là, voilà, je suis économiste de formation. J'étais assistant à Louvain-la-Neuve et puis j'ai travaillé quelques années pour la Commission européenne, une agence de la Commission européenne, puis pour le Bureau fédéral du plan, avant de rejoindre Île de Paix, l'organisation de coopération et développement, où j'étais responsable de l'éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire, ainsi que de la campagne de récolte de fonds, et cela pendant 13 ans. Et puis, changement d'herbage réjouit le veau, et je me retrouve depuis maintenant 5 ans, 6 ans peut-être, à Amnesty International Belgique francophone. Très bien. Et effectivement, en tant que personne, d'où vient votre intérêt pour toutes ces questions citoyennes, de démocratie, puisque c'est ce qu'on entend à travers les différentes étapes de votre parcours? C'est une question qui est une question vraiment difficile, qu'on pose souvent. C'est une grande question dans les ONG de pouvoir dire, mais c'est quoi l'élément déclencheur ? Je sais que je me souviens que à l'âge de 12 ans, j'étais déjà responsable pour le Brabant wallon de l'opération du CNCD 11-11-11. Et j'allais faire les opérations, on appelait ça Terre des Hommes, on appelait ça, il y avait Action d'Amiens, il y avait Île de Paix, toutes ces opérations. Et j'allais sonner dans toutes les maisons du village. Je sais pas d'où ça vient. J'imagine que ça vient des parents essentiellement, mais je me souviens pas d'un déclic vraiment particulier qui a fait que ça a pu se lancer. Très bien, mais en tout cas, cet engagement-là vous plaît, puisque vous travaillez dans des organisations qui très clairement se positionnent sur ces enjeux-là. Absolument. Je veux que chaque auditeur, chaque auditrice sache qu'on peut être un activiste ou une activiste heureux. Mais c'est une excellente nouvelle. Mais tout à fait. Alors, activiste heureux, mais il y a quand même des enjeux. Et donc, j'imagine que si on est activiste, c'est aussi parce qu'on pense qu'il y a des choses à changer dans le monde ou à améliorer dans le monde. Oui, ça c'est sûr que l'ouvrage ne manque pas. Je ne sais pas si on a le temps maintenant de faire vraiment le bulletin de santé du monde, parce que là c'est beaucoup moins heureux. Mais effectivement, il y a énormément de choses à faire. La dignité humaine reste malmenée partout sur la Terre, oui. Oui. Alors non, effectivement, dans Localocratie, on essaye de plutôt se focaliser sur les enjeux locaux. Et donc, je mettrai plutôt dans les pointeurs, après le podcast, le lien vers les rapports d'Amnesty qui dressent effectivement un constat du monde mitigé, pour dire le moins. Par contre, je pense qu'effectivement, beaucoup de nos auditoristes connaissent Amnesty pour toute une série de combats sur les droits humains, où on entend souvent parler, parfois avec des grandes campagnes de
d'enjeux très forts dans des pays parfois proches, souvent lointains. Mais je pense que beaucoup ignorent le fait que Amnesty regarde aussi la situation locale chez nous. Non seulement, peut-être qu'on peut l'évoquer rapidement, avec dans son rapport annuel toujours une section sur la Belgique et l'état quelque part des droits humains dans notre propre pays, qui n'est pas forcément toujours 100% vert. Et puis Amnesty regarde aussi des enjeux plus locaux. Mais peut-être d'abord sur la Belgique, en quelques mots. Alors déjà, sur la Belgique, il y a énormément à dire aussi. Je vais peut-être aller un peu balayer rapidement comme ça, mais aujourd'hui, il y a des menaces clairement sur le droit de manifester en Belgique, sur le droit de protester, sur le droit de communiquer une opinion divergente. C'est déjà un sujet de préoccupation. Un deuxième sujet de préoccupation, c'est évidemment tout ce qui touche aux droits des personnes migrantes. Il y a en la matière de déni de l'état de droit, il y a des décisions de justice qui ne sont pas respectées, c'est extrêmement préoccupant, et donc il y a là un enjeu qui est un enjeu important. On a également des préoccupations en termes, par exemple, de profilage ethnique, où des forces de police peuvent agir différemment en fonction de la couleur de la peau de la personne à laquelle elles ont affaire. On a des enjeux qui restent liés aux questions climatiques, parce qu'on sait que le changement climatique va avoir des effets épouvantables sur l'accès et l'effectivité des droits humains d'un grand nombre de personnes dans le monde, et la Belgique n'en fait pas assez sur cette question-là. On peut encore citer des questions relatives aux droits des femmes. En particulier, il reste des discriminations, que ce soit, je le disais, sur les droits des femmes, mais aussi sur les personnes LGBTQIA+, où il continue à y avoir un travail de fond qui est absolument nécessaire. On pourrait encore mentionner le fait que la Belgique pourrait approuver un certain nombre de traités. La Belgique n'est toujours pas partie prenante de la Convention qui respecte les droits des minorités. Pourquoi ne pas le faire ? Je peux continuer si vous m'accordez toute la session là-dessus, mais voilà, je crains un peu d'abuser. Non, vous n'abusez certainement pas, mais donc effectivement, on entend tous ces défis qui concernent plutôt l'État Belgique. Oui. En Belgique, on sait que ça touche aussi certainement les régions directement. L'envie, c'était de regarder, mais au fond, tout ça, ça concerne donc la Belgique. Mais ça concerne aussi nos communes, ou en tout cas certaines parties, certains ciblages de cela concernent nos communes. Et là aussi, Amnesty est actif, veille à avoir un dialogue, ou en tout cas à présenter toute une série de choses à l'envers des communes, parce que les droits humains restent un terreau que l'on peut améliorer, y compris au niveau local. Oui, et si on se réfère, la Déclaration universelle des droits de l'homme, elle a été rédigée par un petit groupe de travail qui était présidé par Eleanor Roosevelt, qui était la veuve du président Roosevelt. Et cette femme a eu une citation que je ne connais pas par cœur, mais qui disait en substance qu'en fait les droits humains, ça se joue à l'endroit le plus proche du citoyen, que c'est vraiment là le niveau qui est le plus important pour qu'il y ait du respect des droits humains. Et on le voit dans notre commune, la commune, elle est responsable pour une bonne part de l'enseignement. Et l'enseignement, l'accès à l'enseignement, c'est un droit humain fondamental. La commune est aussi responsable d'éléments d'aménagement du territoire. Et l'aménagement du territoire est quelque chose qui a un impact aussi, notamment sur le changement climatique, le dérèglement climatique. La commune a dans ses compétences le CPAS. Et le CPAS est absolument crucial pour tout ce qui touche à l'accès aux droits économiques, sociaux, culturels des ayants droit. Et donc, c'est un endroit, la commune, où se joue un accès à la dignité humaine des personnes. C'est aussi un endroit où se joue la question de l'accès, c'est un droit fondamental, l'article 21 de la Déclaration universelle, si je me souviens, qui est l'accès, le droit à participer à la vie politique de l'endroit, enfin de l'endroit où l'on vit. Et la commune est un lieu privilégié
pour le faire, parce qu'on a généralement un accès plus facile aux conseillers et conseillères communaux que à nos députés fédéraux. C'est un lieu qui est aussi un lieu, si vous le voyez, énormément de portails d'information par les communes. Et l'accès à l'information est quelque chose de crucial. Donc, on voit d'emblée que la commune, par ailleurs aussi, finance les lieux du culte et l'accès au droit d'exercer sa religion est quelque chose qui est aussi un droit humain fondamental. Donc on le voit que la commune, par le fait qu'elle finance, je suis désolé, chaque fois je retrouve une nouvelle idée, mais par les zones de police, c'est l'accès à la sécurité. Vivre dans la sécurité, c'est un droit fondamental. Et donc, on voit que la commune, elle touche à énormément de droits fondamentaux. Il faudrait vraiment éviter de penser que la question des droits fondamentaux, ça n'est qu'une question d'organisation internationale, des Nations Unies ou de l'Union européenne. C'est quelque chose qui se vit très près de chez nous. Et effectivement, vous venez de lister quelque part toute une série de prérogatives communales essentielles dans la structuration de la vie communale. Quel constat, quel regard porte Amnesty sur l'état de ces droits humains, de ces divers droits que vous venez de citer, au niveau des communes? J'imagine que c'est très compliqué de tirer des généralités, une commune n'étant pas l'autre, mais est-ce qu'Amnesty est plutôt inquiet de manquements précis dans une commune ou dans l'autre, ou est-ce qu'Amnesty se préoccupe plutôt de veiller à ce que toutes les communes continuent d'alimenter des réflexions et de, quelque part, progresser sur ces différentes thématiques avec une attention constante? Alors, c'est effectivement difficile de pouvoir dire qu'on va donner un bulletin à chaque commune parce qu'il faudrait faire un screening de tout ce qui se passe dans cette commune. C'est un travail fastidieux pour lequel nous ne disposons pas des ressources. Si les gens veulent continuer à faire des dons à l'organisation, qui ne se gênent pas, mais enfin, on n'a quand même pas les ressources pour le faire. Mais la question d'ordre général, c'est un peu de savoir, il faut reconnaître, est-ce qu'on estime que la bouteille est à moitié pleine ou à moitié vide? Et on devrait dire à 2 tiers pleine ou à 1 tiers vide, parce que fondamentalement, la plupart des CPS font un job formidable avec les maigres ressources dont ils disposent. Les enseignants et les enseignants dans les réseaux communaux d'enseignement, essentiellement primaire, à part Bruxelles, il y a peu d'écoles peu de communes ont un enseignement secondaire, mais font un boulot extraordinaire. Donc, on peut regarder ça et on doit regarder ça qui est formidable. Après, c'est vrai qu'on peut regarder des marges de progression. On peut regarder des marges de progression qui existent un peu partout. Ce sont des marges de progression simplement sur la question de l'enseignement. Comment faisons-nous pour rendre l'enseignement toujours plus inclusif des personnes et des enfants qui se retrouvent au niveau familial avec des difficultés d'accompagnement et d'encadrement que d'autres n'ont pas. Il existe donc forcément une certaine discrimination, si on veut, entre enfants au sein d'un établissement scolaire. Un enfant sur 4 à Bruxelles vit dans une famille qui est en dessous du seuil de pauvreté. Ça veut dire que cet enfant-là, il n'a pas forcément, là où il vit, une pièce à soi pour faire ses devoirs. Sa scolarité, elle s'en ressent. Si cet enfant n'a pas eu une alimentation de qualité, comment se concentre-t-il quand il est à l'école? Si cet enfant, chez lui, n'a pas eu l'habitude de voir des livres dans sa maison, par rapport à un enfant qui, lui, a l'occasion de lire, a des parents qui l'emmènent en voyage à gauche et à droite pour découvrir le monde, on voit qu'il y a une différence fondamentale. Et donc l'école, elle peut dire, pour nous, tous les enfants sont égaux, ce qui est le fait, mais elle peut aussi avoir une action, si vous voulez, de discrimination positive. Elle peut essayer de mettre des choses en place pour essayer de réduire ces différences-là. On pourrait le voir aussi sur beaucoup de communes ont un réseau de maisons de repos ou de maisons de repos et de soins. Et là aussi, il y a parfois des marges de manœuvre qu'il est possible d'avoir pour que les personnes âgées soient davantage propriétaires d'elles-mêmes, si j'ose dire. Il y a des marges de progression pour que nos aînés puissent continuer d'être des personnes réellement intégrées dans la société. On peut avoir évidemment des marges de progression sur tout ce qui permet
aux femmes de ne pas être victimes de discrimination. Et ça se joue dans plein d'endroits. Je vais prendre un exemple. Des formations pour des policiers, des policières qui peuvent être davantage sensibles à la question de la violence de la violence intrafamiliale, pardon. C'est quelque chose de fondamental. Il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, maintenant, je ne sais plus. Je suis chez moi, je dors, la fenêtre ouverte. Puis à 3 heures du matin, j'entends des cris « Au secours, aidez-moi, au secours, aidez-moi !» Je me rhabille en 4e vitesse. Je ne sais pas très bien d'où ça vient, donc je prends la voiture et j'arrive à un moment sur un homme et une femme qui sont là, plus ou moins, en train de se... Enfin, voilà, l'homme essaie de retenir la femme, et j'interviens, je les sépare, j'appelle la police assez vite. En l'occurrence, la jeune fille était assez éméchée, pour le dire comme ça, donc voilà, c'était pas un vrai problème de violence. Mais la police est arrivée, j'ai été témoin de la façon dont elle s'est adressée aux personnes. Mais elle s'est adressée à cette jeune fille avec énormément de douceur et d'attention pour ce qu'elle était en train de vivre. Et je me suis dit, eh bien, je suis content. Alors, j'ai pas envie de dire que c'est moi, mais entendons-nous bien. Mais je suis content d'avoir insisté par le passé pour qu'au niveau de notre zone de police, il y ait une formation à ces conditions de violence intrafamiliale. Et vous voyez, on peut faire parfois la différence de cette façon-là. Donc voilà, la commune, je suis un peu bavard, mais la commune, elle a encore énormément, souvent, de marge de manœuvre possible. C'est des bêtises comme, parfois, ça peut être un éclairage public. Il n'est pas nécessaire d'avoir de l'éclairage public absolument partout, mais il y a des zones dans lesquelles avoir un éclairage public permet, notamment à des femmes, d'assister, d'avoir une vie culturelle, d'aller au théâtre, simplement parce qu'elles ne vont pas craindre qu'entre le théâtre et le lieu où elles ont mis leur voiture, il y a des zones d'ombre, il y a des choses, voilà, c'est insécurisant. Donc voilà, il y a des choses, il y a encore des idées, des bonnes pratiques qui existent à gauche et à droite et qui permettent d'inspirer les autorités communales. Et comment fait-on pour convoquer cela au niveau des différentes autorités communales? Parce que finalement, ce que vous nous décrivez, c'est ce qu'on pourrait appeler une politique de l'attention. Finalement, c'est porter le regard sur l'ensemble de la population, qu'elle soit scolaire, qu'elle soit des aînés dans les maisons de retraite, qu'elle soit des différents profils de genre dans l'espace public. C'est vraiment une attention de tous les instants pour ne laisser personne sur le côté. C'est vraiment comme ça qu'on pourrait caractériser l'enjeu tel qu'Amnesty, tel que vous le percevez dans nos communes à l'heure actuelle? Oui, alors dans l'idéal, il faudrait que tous les membres du collège communal aient en permanence une grille de lecture qui consiste à se dire les décisions que nous prenons maintenant, quel est leur impact sur l'accès de notre population à ces droits humains? Dans quelle mesure ça le favorise? Dans quelle mesure ça y porte préjudice? Éventuellement, quelle est la balance entre des intérêts qu'on voit et voilà, et éventuellement le prix à payer en matière de droits humains, est-ce que c'est proportionné ou pas? Idéalement, c'est comme ça que ça devrait se faire. Il faut prendre le monde comme il est, pas comme on voudrait qu'il soit, et on a pu constater que certaines communes ont décidé d'avoir un échevin ou une échevine des droits humains. Et à ce moment-là, c'est quelque chose qui a double tranchant, parce que à ce moment-là, ça veut dire que cette personne, elle a la responsabilité pour chaque décision d'être, si vous voulez, cette sentinelle qui va dire à un moment, attention, ici on est sur un permis de bâtir, on est sur une question où on est sur un chantier pour ceci, ça. Attention, en matière de droits humains, il y a tel ou tel enjeu. Le problème dans ce cas-là, c'est qu'alors les autres membres du collège communal peuvent avoir tendance à se dire « je ne dois plus m'en préoccuper puisque quelqu'un s'en occupe ». Mais l'un dans l'autre, je pense que c'est quelque chose qui est positif parce qu'on se rend compte que dans les collèges communaux qui le font, fondamentalement, les autres échevins et échevines finissent par intégrer cette nécessité-là. À force de se faire rattraper, en disant « attention à ceci, attention à cela », finalement, ils anticipent sur le fait qu'il faut avoir cette attention. Et donc sur le fait que si un membre ou une membre du collège
a ce regard dans ses attributions et donc veille systématiquement à ce regard, ça tire finalement l'ensemble du regard communal vers le haut. C'est exactement ça, oui. Et Dans donc, le meilleur des cas, bien entendu. oui, ça, j'imagine qu'on dépend toujours de la manière dont chacun s'accapare de ses propres compétences. Mais donc, vous avez vraiment l'impression qu'avoir cette démarche de visibiliser cet enjeu, y compris au niveau des compétences cabinales partagées au niveau du collège, permet d'améliorer la situation, de la rendre visible et lisible directement. Oui, alors non seulement ça le permet, mais c'est aussi un signal qui est donné à l'ensemble de la population. Quand vous avez un échevin, une échevine des droits humains, c'est un signal que vous donnez à la population que c'est quelque chose qui compte. Mais ça signifie aussi, c'est pas seulement un signal dans ce sens-là, c'est aussi un appel qui est fait à la population de dire attention, hein, je vous interpelle quand vous avez une politique qui ne va pas dans ce sens-là. Et donc, c'est une façon de proclamer un intérêt pour quelque chose qui est quand même fondamental dans une société, les droits humains. Et donc, c'est une façon de proclamer pour la commune son intérêt pour la situation et donc de se montrer ouvert à des interpellations de la population. Je vais donner un exemple. Dans ma commune, il se fait que il y a un échevinat des droits humains. Bon. Mais quand je vais voir les autorités communales et que je vais leur dire, écoutez, voilà, nous, en tant que groupe Amnesty International de notre commune, nous travaillons beaucoup pour la libération de Narges Mohammadi en Iran, donc c'est cette femme qui est incarcérée, qui a eu le prix Nobel de la paix récemment. On trouve que ce serait bien que la commune, en tant que commune, puisse prendre position en faisant une motion. Elle vote une motion pour dire, nous, en tant que collège communal de Chaumogistou, pas collège, conseil communal de Chaumogistou, nous votons une motion pour demander aux autorités iraniennes de libérer Narges Mohammadi. Eh bien, quelque part, j'ose le faire parce que je sais qu'il y aura une réceptivité, puisque c'est une majorité, et d'ailleurs l'opposition est raccord avec ça, hein, mais c'est une autorité communale qui est ouverte à ces questions-là. Oui, et donc en fait, le fait que cet échevinat existe permet aussi aux associations locales de connaître qui va être l'interlocuteur principal et de savoir qu'il y a une interlocutrice, un interlocuteur qui a vraiment l'oreille attentive à ce sujet, puisque c'est écrit explicitement dans ses fonctions. Oui. Je suis... Vous savez, dans les conseils de participation, il y a toujours des représentants du pouvoir organisateur et des représentants des enseignants, il y a des représentants des parents. Dans le secondaire, il y a des élèves aussi, mais il y a aussi des représentants de la société civile. Il se fait que je suis représentant de la société civile, un des 4 représentants de la société civile, dans les 5 écoles, le conseil de participation des 5 écoles de ma commune. Et quand vous êtes présent là, vous incarnez une attention. Une attention que vous pouvez, mais qui est rendue légitime. Le pouvoir organisateur, à savoir la commune, porte ça. Et donc, ça rend une attention légitime et qui fait que des choses peuvent se diffuser dans les écoles communales. Cette attention, c'est évidemment imperceptible, c'est pas quelque chose d'écrit. Il n'y aura jamais un échevin qui va dire « je donne ordre à mes directions de… » Il n'y a jamais cela. Mais il y a quelque chose qui est dans l'air. Je ne sais pas comment le dire autrement. Oui. Il y a une attention, finalement, qui change le regard de l'ensemble des interlocuteurs, ne serait-ce que parce que j'imagine que quand vous présentez la raison de votre présence ou la casquette que vous portez, ça dit quelque chose de la situation. Vous évoquiez tout à l'heure le fait d'aller interpeller une échevine, un échevin pour la libération d'une personne considérée par Amnesty au niveau international. Mais donc là aussi, vous avez l'impression que quand Amnesty revendique des grandes causes internationales mais arrive à les faire passer au niveau local, on œuvre aussi à une prise de conscience, à quelque chose. Parce qu'on entend parfois dire certains en disant « mais oui, mais… les conseils communaux ne peuvent pas commencer à prendre des motions
pour chaque prisonnier politique ou prisonnier des droits humains quelque part dans le monde, et Dieu sait s'il y en a, qui mériterait une intervention, une libération. Mais vous avez l'impression, en faisant ça à des moments spécifiques sur des personnes peut-être emblématiques d'une certaine cause ou d'un certain niveau d'injustice, de faire progresser l'attention locale aussi, avec un aller-retour entre des enjeux internationaux et puis l'implémentation des droits humains au niveau local? Oui, parce que c'est quelque chose. Allez, on l'a vu sur le cas tout à fait emblématique. On parle d'un cas emblématique. On a vu la situation de Lieven de Castell, pour lequel un grand nombre de communes a décidé de dire oui, nous faisons quelque chose. Oui, nous mettons une bâche avec à son effigie. On est allé proposer cela aux communes. Quand il y a une commune, je ne citerai pas son nom, qui dit non, nous, c'est pas dans nos attributions, on ne veut pas le faire. C'est cette commune-là qui se met au banc de l'ensemble de toutes les autres communes. De dire ah, mais non, nous, vous savez, on est une île, on n'est pas concerné par ce qui se passe dans le monde. Mais l'ensemble des autres communes, en le faisant, est aussi dans une démarche qui dit ce qui se passe dans le monde est quelque chose qui nous concerne. Et c'est quelque chose qui se passe aussi, je veux dire, si une commune n'est absolument pas concernée par ce qui se passe dans le monde, il n'y a aucune raison qu'elle fasse des efforts, par exemple sur tout ce qui est dérèglement climatique. Or, on a de plus en plus de communes qui prennent des initiatives pour dire nous devons essayer d'utiliser les outils qui sont à notre disposition pour limiter le dérèglement climatique. Que ce soit par aussi des sensibilisations dans les écoles, que ce soit par du matériel de leurs travaux publics, etc., etc. Et donc, ce sont des choses qui dénotent le fait qu'on a des communes qui sont réellement ouvertes sur le monde. Et sur lesquelles vous sentez vraiment, en tant qu'Amnesty, une progression sur cet enjeu-là? Alors, de façon variable, comme je le disais, il y a des communes pour lesquelles il y a une réelle attention à ces questions, il y a une réelle ouverture, puis il y en a d'autres qui n'y sont pas encore complètement ouvertes. Mais voilà, ça n'empêche pas qu'il faille continuer le travail. Finalement, au niveau des communes, de tout ce que vous avez vu, tant dans votre commune, mais que dans les autres communes dans lesquelles, j'imagine, il y a quand même beaucoup de groupes locaux d'Amnesty dans un certain nombre de communes en région wallonne, en région bruxelloise. Il y a quelque chose qui vous a réjoui particulièrement? Vous avez eu ces dernières années quelque chose qui vous semble avoir été emblématique d'un certain niveau de progression de l'attention sur les droits humains? Oui, j'ai envie de dire que les micro-exemples locaux sont légion, et donc je vais faire un peu mon petit chauvin, mais j'ai ce souvenir, je vous disais, avant les élections communales, comme je suis responsable du groupe local de ma commune, j'invite 3 représentants de chaque liste. On fait une petite réunion informelle à la maison. Il n'y a pas 1000 listes non plus dans ma commune. Donc, avec 2-3 membres du groupe, il n'y a pas de journalistes, il n'y a pas de PV. C'est avoir une discussion informelle, mais qui permet de discuter de certains enjeux sur lesquels la commune peut jouer. Et une année, je viens en amenant la question de la violence, qui est la violence dont les femmes essentiellement sont victimes, la violence intrafamiliale en général. Et il y a une candidate qui dit « Ouais, mais non, pas chez nous. Nous, on est une commune privilégiée dans le Brabant wallon. Et donc, c'est pas chez nous, évidemment. » Et un autre candidat, qui est médecin, lui dit, et qui est la même liste, qui dit « Écoute, je t'arrête, parce que je peux te dire que c'est une réalité. Moi, je le vois dans mon activité professionnelle en tant que médecin. C'est un vrai problème. » Bon, les choses s'arrêtent à peu près là. Les élections ont lieu 1 mois, 2 mois plus tard. Et le lendemain des élections, il se fait que le médecin est devenu bourgmestre. Et le lendemain des élections, il m'appelle en me disant « Laurent, on va faire un plan de lutte contre la violence familiale. Fais-moi une proposition. » Et je me dis « Merde, ouais, quoi. Voilà, allez, ça change, on avance, quoi. » Après, j'ai fait un plan et on était tout à fait d'accord. Je lui ai dit « Attention, moi, je vais faire un plan ambitieux, ça va te coûter cher. » Et puis, il m'a dit « Je ferai le choix en fonction du budget disponible. » Donc, évidemment, voilà, c'est le jeu. Mais allez, on peut changer les choses, quoi. Et finalement, ce que je trouve intéressant dans ce que vous venez de raconter,
c'est que ce n'est pas, comme on le pense souvent, avec un grand événement public pour coincer, entre guillemets, des candidats à prendre des engagements publics. Ce que vous me décrivez là, c'est une réunion en petits groupes, apaisée, mais pour discuter vraiment des enjeux de manière apaisée et que les gens, que les candidats aient le temps de se l'accaparer? Mais évidemment, il faut libérer la parole, il faut que les gens puissent être eux-mêmes, parce que sinon, ils vont se dire, oh là là là, attention, je dois faire gaffe à ce que je dis, je dois faire attention que ce soit dans la ligne du parti, je dois faire attention à ceci, à cela. À un moment, une autre édition de cette réunion-là, c'était donc 6 ans plus tard, ben voilà, il y avait une candidate on parlait des questions migratoires et j'avais autour de la table 3 personnes qui connaissaient vraiment très bien la question migratoire. Et puis elle vient en disant « Oui, moi j'ai été visiter un centre et je trouve que c'est bien. » Enfin, c'était très faible comme propos, mais c'est bien qu'elle puisse le dire et qu'elle puisse le dire dans un contexte où ça n'aura aucune conséquence dommageable. Après, les autres ont commencé à aller un peu plus loin, ils se sont rendus compte qu'il y avait quelques lacunes, mais c'est pas grave, je veux dire, c'est... Voilà, ce sont d'abord des êtres humains, ces personnalités politiques. Et je suis effaré de voir, notamment sur les réseaux sociaux, la façon dont s'exerce une forme d'agressivité à leur encontre. C'est épouvantable. Je pense vraiment qu'il est nécessaire de réapprendre à se parler correctement et à pouvoir identifier d'éventuels désaccords, de pouvoir argumenter. On n'est pas obligé de s'invectiver et de s'insulter. Surtout que pendant qu'Amnesty leur demande de s'intéresser aux droits humains, d'autres associations leur demandent de s'intéresser à d'autres sujets, et que finalement, les élus communaux doivent être capables ou en connaissance sur un nombre très très vaste de sujets. C'est vrai, mais c'est nous qui avons raison quand même. Hein. C'est nous, c'est d'abord Amnesty, puis après on verra. Non, je plaisante évidemment. Mais donc c'est vrai que il y a énormément Enfin, c'est comme dans les écoles. On vient en disant, moi je rêve d'avoir une école qui consacre 2 heures par semaine rien qu'à la question de sensibiliser à la démocratie, à l'état de droit, aux droits humains, pour avoir quelque chose qui soit vraiment un réel éveil sur ces questions-là. Je pense que c'est de cette façon-là qu'on peut essayer de combattre des logiques de repli sur soi qui sont le lit de l'extrême droite, par exemple. Mais j'entends bien que c'est important et que l'association pour une médecine dentaire dit mais nous on trouve que c'est important d'aller dans chaque école pour que tout le monde puisse savoir que l'hygiène dentaire c'est important et ils ont raison, et idem pour la sécurité routière et idem pour voilà, donc c'est sûr que il y a beaucoup de choses auxquelles il faudrait sensibiliser. Voilà, ne mettons pas les droits humains en bas de la pile. Tout à fait. Dans tout ce que vous venez d'évoquer, c'est beaucoup d'interactions avec les élus. Est-ce que Amnesty envisage ou pense qu'il y a aussi un travail à faire avec les administrations communales qui finalement assument l'implémentation sur le terrain, la continuité même entre les législatures? Vous avez aussi des dialogues à ce niveau-là pour faire progresser quelque part l'ensemble d'une administration ou éveiller de nouveau ce regard d'attention sur ces enjeux-là? Alors, c'est variable de commune à commune, de nouveau. La porte d'entrée, le plus souvent, ce sont les autorités. C'est la même chose quand on s'adresse aux autorités iraniennes pour demander la libération de Narges Mohammadi. On s'adresse aux autorités qui, alors après, donneront des instructions. C'est de là que l'initiative doit démarrer. C'est en tout cas le plus commode, parce que quand on s'adresse directement à l'administration, souvent on lui dit attendez, je n'ai pas reçu d'instruction en la matière. Voilà, donc, mais ça n'empêche pas que par après, il puisse y avoir des choses qui se passent de manière beaucoup plus... une fois qu'il y a un encouragement de la part des autorités, les choses peuvent se passer alors à un autre niveau. Oui. Mais merci pour cette perspective-là. Si je vous pose la question de quelque chose qui vous inspire au niveau communal, que ce soit lié aux droits humains ou à d'autres enjeux, mais vous, en tant que citoyen, il y a quelque chose que vous avez vu quelque part qui vous a particulièrement plu, marqué, en vous disant mais ça, je rêverais que ce soit dans ma commune ou que ça se généralise dans un maximum de communes, des choses que vous trouvez particulièrement réussies au niveau de nos démocraties locales? Une question difficile parce qu'il y a énormément de choses
qui se font et qui s'organisent. C'est très compliqué de vouloir translater, de vouloir transporter une réussite d'une commune vers une autre, parce que fondamentalement, ces réussites, elles sont construites par des gens. Et les initiatives sont des initiatives qui sont portées par des personnes et qui ont dès lors la couleur, l'odeur de ces personnes-là. On peut s'inspirer de choses qui se font ailleurs, mais dire on va faire un conseil des enfants qui se passe très bien quelque part, et puis vous allez l'importer de manière un peu abrupte en vous disant on prend la recette et on va la refaire. En fait, fondamentalement, vous vous rendez compte que la recette est peut-être la même, mais les ingrédients ne sont pas exactement les mêmes et ça ne donne pas le même goût. Donc, c'est vraiment important qu'il y ait une conscience de la part des citoyens et des citoyennes de se dire j'ai un rôle à jouer et je décide et je formule des propositions, mais qui sont des propositions qui nous conviennent à nous. Et donc, pour ça, c'est d'avoir un cap. Et je continue de penser que les droits humains sont un cap exceptionnel, parce que ce sont à la fois les droits civils et politiques, et on sait qu'au niveau de la commune, le fait de dire vous avez droit à un procès équitable, ça n'est pas dans les compétences directes, mais il y a là aussi tous les droits économiques, sociaux, culturels, et que là, il y a énormément à faire. Mais donc, ce qui importe, c'est le soutien qu'une commune peut donner à une initiative locale de dire on fait un resto solidaire, voilà. Je pense que la commune a un rôle à jouer de soutien d'initiatives qui sont proposées. Elle ne doit pas nécessairement tout prendre en charge. Mais donc, leur proposer un cap, notamment celui des droits humains, et si j'entends bien, en revenant à ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire d'un dialogue apaisé qui permet d'aller au fond des choses, sans coup d'éclat, sans différentes choses, mais vraiment travailler sur les fondamentaux pour faire évoluer, en fonction du tissu local, des personnes locales, vers des réalisations locales qui tiennent compte du contexte de chaque commune. Oui, et donc de laisser émerger à la base des initiatives qui, peut-être, plus tard, ont besoin de soutien. Et puis après le soutien, c'est peut-être besoin de pérennisation, parce que forcément, les gens qui les portent, ils ont le droit aussi à l'épuisement après un certain temps. Donc, voilà, je pense que c'est en tout cas veiller à la qualité du terreau plutôt que de dire on vient transplanter un arbre. Finalement, les droits humains ne progressent que si on s'intéresse aux humains qui le portent à chaque endroit. Je pense qu'au niveau local, c'est important. Mais il faut donc que les personnes qui éventuellement seraient susceptibles de créer une initiative sentent qu'elle est la bienvenue, que leur idée est la bienvenue. Si je vous donnais une baguette magique qui vous permettrait de résoudre instantanément un aspect, de changer une chose dans nos démocraties locales, vous le mettriez plutôt, alors peut-être pas sur une action spécifique, mais dans quelle orientation? Qu'est-ce que vous pensez qui devrait changer, que ce soit physiquement ou dans l'état d'esprit ou dans nos lois, pour que ça progresse vers ce cap que vous souhaitez? C'est toujours dangereux, les baguettes magiques, parce que c'est donner à une seule personne un pouvoir exorbitant. C'est bien pour ça qu'on le fait de manière virtuelle. Je ne la donne pas vraiment. Voilà. Les dictatures, ça commence comme ça. Mais j'évoquais tout à l'heure l'idée de dire ayons 2 heures ou une semaine par an, enfin, ou 2 heures par semaine, ou quelque chose comme ça, dans les écoles primaires et secondaires pour une réelle éducation, j'ai envie de dire, au vivre ensemble, avec une visée que le vivre ensemble, enfin, avec une visée d'un idéal qui, pour moi, est les droits humains. Je n'ai pas de problème à ce qu'ils soient remis en question, mais il faut lutter, je pense, mais vraiment à la racine contre un individualisme, contre l'idée que la seule chose qui compte est mon intérêt personnel. Je pense que tant qu'on en sera à ça, on aura des difficultés pour faire naître un monde dans lequel, au bénéfice de chacun,
Et donc, c'est ça qui est absurde, c'est que cette espèce de concurrence qu'on a entre nous finit par nuire à nos propres intérêts. Donc, je pense que si on pouvait avoir dans les établissements scolaires et ailleurs des initiatives qui amènent vraiment les jeunes à comprendre, mais à le comprendre durablement, pas qu'une fois qu'on quitte l'adolescence, on enterre cela comme on enterre d'autres idéaux. Vous avez l'impression que les cours de citoyenneté qui ont défrayé la chronique il y a quelques années lors de cette réforme pourraient porter plus attention sur ce côté droits humains et d'une éducation plus aux racines des valeurs derrière les droits humains? Alors voilà, moi j'ai toujours regretté que les aspects plus spécifiques relatifs aux droits humains se trouvaient dans le programme de PC, donc d'éducation à la philosophie citoyenneté, se trouvaient dans l'heure dite l'heure de rien, puisqu'il y a le programme pour l'heure obligatoire, et puis il y a le programme pour les élèves qui n'ont choisi pour l'heure additionnelle, qui n'ont choisi ni religion, ni morale. Et donc, voilà, on est il y a un travail qui est occupé à refaire un petit peu ces programmes. Je pense, pour ma part, que les droits humains doivent absolument avoir une part beaucoup plus importante. J'apprécie le fait que ça soit lié avec la philosophie, c'est-à-dire avec une question qui réfléchit de manière critique aux choses. Donc, je ne veux pas que les droits humains deviennent une forme de religion, un dogme ou quelque chose comme ça. Je veux une adhésion consciente et critique à ces droits humains, mais je pense que c'est quelque chose qui mérite d'avoir une attention plus grande, ça c'est sûr. Mais vers tout le monde. Et vers l'ensemble des élèves. Maintenant, soyons clairs, pouvoir tirer le bilan de ce que peut changer le PC, c'est prématuré de le dire, puisque l'expérience est encore trop récente, mais pour avoir été rencontré différents enseignant, je suis allé dans plusieurs classes à l'invitation de profs de PC. Je suis quand même chaque fois émerveillé par le feu sacré qu'ont ces enseignants et par l'idée qu'ils se sentent réellement et elles se sentent réellement investies d'une mission d'intérêt public qui m'émerveille. C'est plutôt enthousiasmant. Ah oui, quand même. Mais voilà, laissons-leur plus de moyens aussi, plus de temps, plus de moyens pour laisser s'épanouir ce projet qui est le leur et qui est vraiment magnifique, oui. Si vous pouviez interpeller qui vous voulez en Belgique, sur la planète, etc., avec une question de démocratie, quelle est la question qui vous taraude encore? J'imagine qu'au niveau d'Amnesty, on en a beaucoup, mais est-ce qu'il y a vraiment une question qui vous semble être une question primordiale qu'il faudrait mettre sur la table? C'est vraiment compliqué, ça. De choisir une seule personne comme ça. Je vais peut-être surprendre un petit peu, mais j'aurais envie d'interpeller dans nos universités, il y a un grand nombre de personnes dont le métier est de faire de la philosophie, de réfléchir. Et je voudrais leur demander pourquoi on les entend si peu. Ce sont des gens qui réfléchissent au sens de l'existence humaine, du monde qui nous entoure, qui le font dans une démarche systématique, rationnelle. Et je trouve que leur éclairage manque de manière réellement vulgarisée. Alors, on sait que le président de Défi aujourd'hui est un philosophe, il était prof de philosophie, et donc voilà un exemple, qu'on soit d'accord ou pas avec ses idées. La question n'est pas là, mais voilà quelqu'un qui à un moment s'est dit je me lance. Je ne demande pas à tous les philosophes de se lancer de cette façon-là, mais au moins de nous aider à comprendre, à entendre le monde et à avoir un cap qui nous permet d'avoir une mobilisation toujours plus éclairée. Voilà quelque chose qui me vient comme ça à l'esprit, mais j'ai l'impression d'user des cartouches parce qu'il y a plein d'autres personnes à interpeller sur plein d'autres questions. Oh, très certainement, mais l'idée c'était de jeter un regard sur
un type d'interpellation et finalement, c'est presque une invitation à s'impliquer dans le monde et dans nos vies concrètes, locales et donc aussi politiques que vous lancez vers cette catégorie de personnes. Voilà. Merci beaucoup pour cet entretien passionnant et toute cette énergie à faire progresser les droits humains avec, je trouvais, des réalisations et des moments très enthousiasmants quand on entend que finalement, avec Amnesty, avec plein d'autres personnes impliquées, vous arrivez, à force de contact humain, de faire progresser la cause des droits humains. Mais avec plaisir et c'est pas fini. Et voilà, cet épisode de Localocratie est terminé. J'espère qu'il vous a plu et pourra contribuer, d'une manière ou d'une autre, à alimenter des réflexions, des débats sur notre vivre ensemble au niveau local. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le dire sur les réseaux sociaux et à partager l'épisode. Si vous avez des questions, des suggestions, de sujets ou d'invités, contactez-moi. Très belle suite de journée ou de nuit, c'est selon, et je vous dis à très bientôt avec un nouvel épisode.